Val-de-Loire en direct se poursuit lors de votre JT présenté ce soir par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. C'est la grisaille qui s'installera sur l'ensemble de nos deux départements au cours de cette matinée de vendredi. Des températures toujours douces pour la saison. La minimale 11 degrés et la maximale 19 degrés. À la une, 10 ans après, que reste-t-il des attentats de Paris? C'était le 13 novembre 2015. Des commandos islamistes faisaient 130 morts aux terrasses de café et au Bataclan. Nous retracerons le fil des événements vus depuis Tours et nous irons également à votre rencontre. Et puis notre premier invité ce soir, Abed Benjador. Avocat au barreau de Tours, il a représenté des parties civiles au grand procès des attentats de Paris. Il nous racontera. Nous parlerons également sport avec le premier entraînement du nouveau coach du Tour Volleyball. 2 jours après le départ de Mladen Kazic, c'est son compatriote croate Igor Juricic qui est désormais à la tête du groupe. Nous l'avons rencontré. Et puis, nous prendrons la direction du château de Cheverny. Les bulbes de ces fameuses tulipes viennent tout juste d'être plantées. Au printemps prochain, ce seront donc plusieurs centaines de milliers de fleurs qui orneront ces jardins. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir, fraude. À quoi servent les contrôles de la CAF? On se posera la question avec la directrice de la CAF Touraine, Elisabeth Malice, qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, en ce 13 novembre, la France commémore les 10 ans des attentats de Paris. Oui, c'était le soir du 13 novembre 2015. Attaque suicide au Stade de France et dans un café parisien, fusillade dans 5 autres établissements et rues. Et bien sûr, attaque et prise d'otages au Bataclan. 130 morts qui marqueront profondément la France. Rapidement, les hommages se sont multipliés et Tours n'a pas fait figure d'exception. Retour sur les événements vus à l'époque depuis la Touraine avec Faustine Luneau. Au matin du 14 novembre, c'est dans la stupeur et l'horreur que les Tourangeaux se réveillent. Certains ont mal dormi, d'autres viennent tout juste d'apprendre le massacre qui a eu lieu à Paris la veille au soir. Impossible de louper l'information, c'est en une de tous les journaux. C'est un matin qui n'est pas comme les autres de toute façon, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On est tous prostrés devant ces informations. D'autant que certaines victimes sont originaires d'Indre-et-Loire ou Loir-et-Cher, comme Anna et Marion Pétard, les 2 filles du couple qui tenaient la boucherie-charcuterie de Chaille, assassinées ce soir-là à la terrasse du Petit Cambodge. Moi j'ai perdu 2 amis, eux ils ont perdu leurs 2 filles. Je peux pas me mettre à leur place et je ne peux pas savoir ce qu'ils ressentent à l'heure d'aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont avoir besoin de beaucoup de soutien. Du côté de la communauté musulmane tourangelle, on condamne fermement ces terribles attaques. Le président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire et les fidèles veulent à tout prix éviter l'amalgame. Quand il faut sortir dans la rue, il faut qu'on y aille. Parce qu'un voyou porte atteinte à toute la communauté musulmane. Il y a des gens qui nous regardent un peu à travers et tout, mais on l'explique, on sourit. Voilà, on n'est pas pareil, il ne faut pas faire l'amalgame, mais j'ai pas peur. Rapidement, les appels au rassemblement se multiplient sur les réseaux sociaux. Des fleurs et des bougies sont déposées spontanément devant la mairie de Tours et ailleurs. Nous avons besoin d'être tous ensemble, de se recueillir. Ce qui s'est passé, c'est... Personne n'a les mots pour décrire ce qui se passe et on a besoin d'être là. Des hommages qui se tiennent malgré les appels à prudence des forces de l'ordre sur le qui-vive quelques jours seulement après les attentats. Comme vous le savez, les forces de sécurité sont très sollicitées. Nous vous demandons de bien vouloir regagner vos domiciles afin que nous puissions parfaitement assurer votre sécurité. Car le climat est désormais tendu en France, avec la peur qu'un tel événement se reproduise ailleurs dans le pays. L'état d'urgence a été instauré sur tout le territoire et le plan Vigipirate renforcé. Des attentats qui auront malgré tout suscité des vocations en 2015, avec une soudaine hausse des candidatures pour rejoindre l'armée française. Et 10 ans après, que reste-t-il de ces événements tragiques? Nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir vos sentiments. J'en ai pris conscience dans le train tout à l'heure en venant à Tours et je me suis dit mais c'est pas possible, ça peut pas faire 10 ans. Pour moi ça faisait au maximum 4-5 ans. Je n'y pensais pas trop jusqu'à maintenant, mais je viens de voir une série télévisée où il est question justement des attentats. Donc je suis en train de le regarder et c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que j'avais un peu oublié ce que ça pouvait être. Ça a été atroce, horrible, c'était... On a même fait, je crois, la marche. À l'époque? À l'époque, tout à fait, ouais. Où j'y étais, ouais.
Il y avait des billets, gens, c'est horrible ce qui s'est passé. Au revoir. Il faut se souvenir parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert, qui souffrent encore, donc il faut encore en parler. Déjà, rien que pour les familles, ça serait pas juste en fait qu'on oublie ce qui est arrivé. Et le fait d'en parler, ça peut permettre aussi de ne pas commettre les mêmes erreurs. Il ne faut pas oublier aussi que la menace persiste et qu'il faut rester vigilant. Il y a eu en ligne des rétrospectives, etc. J'ai essayé de les éviter. C'est un souvenir assez traumatisant. Enfin, je me souviens que j'avais été au courant en tout début de soirée par Twitter. Et bon, voilà, je pense qu'en fait, malheureusement, il n'en reste pas grand-chose dans la population. En ce sens que les gens, je ne dis pas n'en ont plus rien à faire, mais ils sont passés à une autre étape, en fait. Et pour continuer d'en parler, on accueille notre premier invité ce soir, Maître Abed Benjador. Avocat au barreau de Tours, il était présent au grand procès des attentats de Paris. Il était l'avocat de 2 victimes présentes au Bataclan, un Argentin et un Espagnol. Bonsoir Abed Benjador. Bonsoir Lucas Chopin. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Ce procès s'est déroulé à Paris entre les mois de septembre 2021 et mai 2022. D'abord, de manière générale, que gardez-vous en tant qu'avocat de ces audiences ? Ça a été une audience hors norme. À bien des titres, mais ce que je garde, le souvenir le plus précis que je garde de ces audiences, il y a en face de la cour d'appel de Paris une terrasse qui s'appelle les 2 Palais. Et chaque soir, lorsqu'on sortait de cette audience, partie civile, avocat de la défense, avocat des parties civiles, journalistes, pendant les 45 premières minutes, la terrasse était comble, et pendant ces 45 premières minutes, il y avait une chape de plomb, vous voyez. Parce que tout le monde digérait, entre guillemets, tout ce qu'on avait pu entendre dans la journée, toutes les horreurs, tout ce qu'on avait pu partager. Et franchement, c'était très difficile. Vraiment, c'était une ambiance très lourde. Et à l'issue, au bout de 45 minutes, au bout d'1 heure, les gens commençaient à parler, les gens commençaient à rire et la vie commençait à reprendre son droit. Alors de l'émotion, il y en a à chaque procès, bien sûr. Mais à quel point celui des attentats de Paris était-il intense ? Par exemple, il y a un de vos clients qui s'est décidé à y participer la veille de l'ouverture du procès. C'est assez hors du commun. Oui, alors il y a des associations qui s'étaient portées auprès des victimes et qui avaient permis aux victimes de se manifester jusqu'au dernier moment, même après l'ouverture du procès, puisque les constitutions de partie civile ont duré un certain temps. Et mon client, oui, avait, la veille de l'audience, décidé de se porter partie civile, de me solliciter. Bon, j'étais déjà l'avocat d'une première victime, et il avait décidé de me solliciter pour se présenter. Ouais. Qu'attendaient les victimes au cours de ce procès ? Est-ce que la justice a pu soigner quelques mots ? Soigner quelques mots, je sais pas, je pense à des parties civiles, des victimes que j'ai croisées qui quelques années après le dossier, alors qu'elles avaient fait preuve de courage, qu'elles avaient raconté, se sont suicidées. Il y en a qui sont venus raconter leur propre histoire, il y en a qui sont venus raconter l'histoire d'un premier rendez-vous avorté et d'une personne qui est morte sous leurs yeux, alors qu'il y en a qui sont venus raconter l'histoire de leurs proches, de leur père, de leur fils, de leur mère. C'est ça qui est aussi exceptionnel dans ce dossier, c'est la pluralité de victimes, c'est toutes les vies qui ont été impactées, c'est pas que 130 personnes qui sont mortes, c'est des familles et des familles entières, c'est notre nation d'ailleurs tout entière qui a été profondément impactée et chacun a vécu à sa façon. Et toute cette diversité de victimes, c'est ça qui a fait aussi de ce procès un procès hors norme. Ça a pu faire office de catharsis, en quelque sorte ? Oui, il y a eu une catharsis, il y a eu aussi... je repense au moment où le président Périès décide de la diffusion des enregistrements de la fusillade dans le Bataclan. Vous voyez, il y a des moments que des gens n'avaient pas entendus, il y a des histoires que les gens n'avaient pas entendues. Est-ce qu'il y a un préjudice qui s'est rajouté encore à cette audience ? La question se pose. Qui dure 10 mois. Ça a été très difficile, je le sais, pour les parties civiles, victimes, leurs familles, leurs proches, les journalistes. Moi, j'ai vu certains de vos confrères, de vos collègues presque se noyer dans ce procès. Il y en a qui ont sacrifié leur vie de famille, il y en a qui ont sacrifié beaucoup de choses. C'est un procès dont on ne sortait pas indemne. Et que plaide un avocat dans un tel procès ? Alors, l'avocat de la partie civile que j'étais plaide la souffrance, la difficulté de se reconstruire, évidemment la peur immédiate, qui les a assaillis. Et puis c'est ça, ce lent combat, c'est quelque chose qui ne les quittera jamais. La peur de mourir, évidemment. Et puis ce fardeau qu'ils porteront, c'est quelque chose qui les soude dans la douleur.
J'entendais un de vos confrères dire ce matin à la radio, c'est pas des gens qui ont trouvé la mort, c'est la mort qui les a trouvés. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé la mort, c'est le drame qui les a trouvés. Et c'est ce qu'on essaie de retranscrire, c'est ce qu'on essaie de plaider. Merci, Maître Abed-Medjador, pour ce témoignage. Merci Avec beaucoup. plaisir. On va passer à notre question web du jour. À présent, Lucas, sur nos réseaux sociaux, nous avons posé cette question suivante. Regardez, les députés ont voté la suspension de la réforme des retraites. Qu'en pensez-vous? On a les résultats, Lucas. Oui, 42% d'entre vous n'avaient pas d'opinion. 37% considèrent que c'est une bonne nouvelle, qu'ils pourront partir plus tôt à la retraite. Et 21% voient cela comme une mauvaise nouvelle, le régime des retraites n'étant pas financé. Son gel a en effet été voté hier par l'Assemblée nationale. Loin de signifier son retrait définitif, ce vote satisfait déjà une partie des députés, alors que les socialistes entretiennent la culture du compromis. Côté Ensemble, on ne s'y est majoritairement pas opposé. On a préféré s'abstenir. Alors qu'ont voté nos élus? La réponse. Le scrutin est ouvert. C'est des milliers de personnes nées entre 64 et 68 qui pourront partir un peu plus tôt à la retraite que ce qui était prévu. Donc c'est un progrès pour des gens très concret. Et puis parce que ça illustre effectivement une posture, une démarche de compromis qui s'initie. Elle est encore balbutiante, mais elle s'initie dans le pays. Et ça, je crois que c'est plutôt une bonne chose dans la situation où se trouve la France. Pour ne pas entraver ce compromis et pour permettre d'espérer avoir un budget, j'ai accepté de ne pas voter contre, mais de m'abstenir parce que je n'étais pas non plus sur la position d'être favorable à cette suspension. Lucas, on va prendre la direction de Loches à présent, où le lycée Plagniol était en grève aujourd'hui. Enseignants et personnels de vie scolaire se sont rassemblés devant l'établissement. Ils dénoncent une baisse de moyens dès le début de l'année scolaire, une baisse qui touche notamment les assistants d'éducation, les AED. Il en manquerait à minima 1 ou 2. Écoutez. C'est un lycée qui fait 4 hectares, qui est sur 2 sites, avec un nombre d'assistants d'éducation, donc de surveillants, qui est donc en baisse, on l'a appris à la rentrée. Se cumule à ça le fait qu'on ait un certain nombre d'absences d'AED, prévues pour des heureux événements, mais non remplacés, ce qui pose maintenant des difficultés d'organisation et de sécurité tout simplement pour les élèves et pour l'ensemble du lycée. Du sport à présent dans ce journal avec le nouvel entraîneur du Tour Volleyball que vous allez prononcer le nom. Merci Aurélien. En effet, mardi soir, le TVB remportait la Supercoupe. C'était face à Tourcoing. Et c'est le soir qu'avait choisi le coach Mladen Kazic pour annoncer son départ du club. Après 6 matchs seulement, il laisse sa place à un compatriote croate, Igor Juricic. Parfaitement. Le nouveau technicien du TVB menait donc cet après-midi son premier entraînement et Romain Delville y a assisté pour vous. J'aime bien utiliser le temps pour un exercice de premier et deuxième contact. Okay. À peine arrivé, déjà à l'entraînement. Igor Juricic, le nouveau coach du Tour Volleyball, a dirigé sa première séance cet après-midi. Après le départ surprise de Mladen Kazic, l'entraîneur croate commence sa saison après 6 matchs officiels et à la veille d'un Tour Paris à domicile. C'est un rêve de venir ici coacher une équipe et jouer pour le titre. L'équipe est mobilisée. Je pense que le premier pas, c'est de retrouver la première fois avec l'équipe, de gagner confiance et mettre en place les choses que moi je souhaite au volleyball, qu'on présente un jeu intéressant, intensif et combatif. Juricic, qui vient d'avoir 51 ans, est un joueur et un entraîneur bien connu en France, passé par Asnières, Cannes ou encore Saint-Quentin en tant que joueur, Arnes et Tourcoing en tant qu'entraîneur. Au total, près de 20 ans à jouer dans l'Hexagone, où ses enfants sont nés. La particularité pour lui cette saison, c'est de récupérer une équipe constituée et qui a déjà commencé son championnat. Il y a de potentiel, il faut s'y adapter parce que, comme vous avez dit, l'équipe était déjà formée. Il faut voir c'est quoi le profil de joueurs et adapter aux 7 profils qu'ils sont. Et reste de travailler, reste de, comme j'ai dit, de gagner confiance de l'équipe, de club. Et ça, évidemment, il va avec les victoires. Igor Juricic, qui n'est plus sélectionneur de la Croatie, a signé un contrat jusqu'à la fin de saison avec le TVB. Et si au fil des mois, la mayonnaise prend entre le coach, les joueurs et les dirigeants, une prolongation pourrait lui être proposée.
Une question à présent dans ce journal. Quel avenir se dessine pour l'orchestre symphonique de la région Centre-Val de Loire? Depuis un an, l'orchestre est en conflit avec ses financeurs. Le syndicat tourangeau des artistes musiciens avait même menacé de faire grève en octobre dernier. Il demande en effet la mise en place d'un projet d'orchestre permanent impliquant de faire passer les 55 musiciens actuellement en CDD à temps partiel en CDI à temps complet. Une demande jusqu'ici refusée. Hier, une réunion avec l'État, la région, la métropole de Tours, la ville de Tours et le département d'Indre-et-Loire s'est tenue pour aborder le sujet. Et la situation pourrait bien changer. Écoutez Christophe Dupin, il est adjoint à la culture de la ville de Tours. C'est une décision très importante, ça fait 20 ans que ce dossier-là traîne. Et voilà. Donc là, on a décidé tous d'aller vers un orchestre permanent pour la région et pour l'opéra de Tours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne pouvait pas continuer avec les contrats de travail en CDD actuels. Voilà. Il y a une irrégularité juridique, on ne pouvait pas continuer comme cela. Il y avait une tolérance, mais là, c'est plus possible. Alors c'est une bonne nouvelle pour vraiment tous les habitants de la région, parce que ça, évidemment, ça suppose une activité plus importante. On va multiplier par 3 presque le nombre de concerts. Place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée Elisabeth Malice, la directrice de la CAF Touraine, pour répondre à cette question fraude. À quoi servent les contrôles de la CAF? Bonsoir Elisabeth Malice, bienvenue sur notre plateau. Alors, le versement des prestations sociales est un pilier de notre solidarité nationale. Pourtant, le sujet des contrôles et de la fraude suscite souvent des débats. On va le voir en chiffres. En 2023, la Caisse nationale des allocations familiales a détecté près de 374 millions d'euros de fraude aux prestations sociales. Un chiffre en hausse de 23 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Elisabeth Malice, le public associe souvent contrôle à fraude. Quelle est la principale mission des contrôles effectués par la CAF au-delà de la simple chasse à la fraude? Bonsoir Aurélien. Eh bien, je pense que c'est important de rappeler, nous venons de fêter les 80 ans de la sécurité sociale. Si nous voulons que les citoyens continuent d'avoir confiance dans leur système de sécurité sociale, nous devons leur montrer que nous avons une utilisation optimale et pertinente des fonds publics. Et effectivement, la lutte contre la fraude, ça sert à ça. Ça sert à montrer que l'on verse le juste droit. Le juste droit, c'est une dimension importante qu'il faut avoir en tête. Oui, tout à fait, puisque l'objectif des contrôles est effectivement de s'assurer que l'on tient compte de la réalité de la situation familiale. Alors, on peut parfois s'assurer que les allocataires perçoivent les justes droits, c'est-à-dire exactement les bons montants qui leur sont dus. Et puis, si les montants sont trop importants au regard de la situation, ça peut créer effectivement ce que l'on appelle des indus, des trop-perçus. Mais les contrôleurs ont aussi une mission d'accès aux droits. C'est-à-dire qu'ils, s'ils se rendent compte que les allocataires n'ont pas fait toutes les démarches et donc ne perçoivent pas tous les droits auxquels ils auraient pu prétendre, c'est aussi le rôle des contrôleurs. Et c'est aussi ça, le juste droit. Comment la CAF distingue justement une erreur de déclaration non intentionnelle d'une fraude avérée? Alors, bien évidemment, les allocataires ont le droit à l'erreur. Ils peuvent se tromper, la législation est complexe. Par contre, la fraude, effectivement, a un caractère intentionnel, répétitif, et en cas de détection de fraude, elle sera bien évidemment immédiatement et totalement sanctionnée. En tant que CAF, il y a des outils, des méthodes de contrôle que vous utilisez précisément, qu'on n'a peut-être pas conscience, nous, grand public? Oui, nous avons des échanges de données avec nos partenaires, avec les impôts, par exemple, la DGFiP, avec France Travail. Donc, par exemple, pour la CAF Touraine, ça représente à peu près 270 000 contrôles par an. Et puis, nous avons des contrôles, ce que l'on appelle sur pièce, c'est-à-dire que nous demandons des éléments aux allocataires, des documents complémentaires ou des contrôles sur place. Lorsque vous constatez une erreur ou une fraude, il y a des conséquences concrètes sur les allocataires? Eh bien évidemment, nous demandons aux allocataires de rembourser si c'est une erreur. Et en cas de fraude, nous pouvons aller jusqu'au dépôt de plainte. Les erreurs de déclaration proviennent souvent de la complexité administrative. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut chercher encore à s'améliorer justement pour simplifier ces démarches? Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie complexité pour les allocataires, les usagers que nous sommes. Oui, il y a une première étape qui a été franchie avec la solidarité à la source pour les bénéficiaires de RSA et de primes d'activité qui reçoivent désormais leur déclaration pré-remplie et qui n'ont plus qu'à la vérifier. Toutes les informations, CAF.fr? Tout à fait. Merci beaucoup Elisabeth Malice, directrice de la CAF Touraine, d'être venue sur notre plateau ce soir. Avant de se quitter, une très bonne nouvelle, on est ravis de l'annoncer. Enfin une bonne nouvelle dans ce journal, j'ai envie de dire. Ça fait du bien, Z-Prod a annoncé pour la première fois un deuxième jour à son fameux Chambord Live. Et après Orelsan le vendredi 26 juin, c'est la star aux nombreux hits DJ Snake qui se produira devant le château. Le concert se tiendra le dimanche 28 juin. La billetterie en ligne ouvrira ce samedi à 10h. Et Lucas sera devant son ordinateur
20h. Merci beaucoup Lucas. Dans un instant, le grand talk présenté par Aurélie Renaud. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. À demain.